Bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus à notre webinaire La COVID-19 et les patients greffés, réponse à vos questions. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques précisions sur la façon dont vous allez pouvoir participer pleinement à l'activité d'aujourd'hui. Par défaut, l'écoute de notre présentation sur votre ordinateur va se faire à l'aide de votre système audio et de vos haut-parleurs. Si vous préférez vous joindre à nous par téléphone cellulaire, cliquez sur la flèche indiquant sourdine activée, désactivée, mute, unmute au bas de l'écran de Zoom. Sélectionnez passer à l'audio, switch to phone audio, puis activez appel phone call et suivez les instructions pour établir la communication. Merci à tous ceux et celles qui ont soumis des questions par courriel. Nous ne répondrons peut-être pas exactement à la question telle que vous avez posée et nous ne serons pas non plus en mesure d'offrir des conseils médicaux sur vos problèmes précis. Afin de pouvoir traiter le plus grand nombre possible de questions soumises, nous les avons regroupées pour y répondre par sujet. Merci de votre compréhension si vous n'entendez pas exactement votre question. Pour ceux et celles qui se joignent à nous sur leur ordinateur, vous allez pouvoir envoyer vos questions à nos invités en les écrivant dans le volet « Questions » du panneau de contrôle. Nous vous prions d'éviter d'utiliser la boîte de discussion « Chatbox » pour soumettre vos questions. Nous pouvons plus efficacement faire le suivi des questions lorsqu'elles sont soumises dans le volet « Questions » Q&A. Vous pouvez nous envoyer vos questions à tout moment au cours de la présentation. Nous allons les regrouper pour y répondre durant le volet Q&R dans la dernière partie de notre webinaire. Il se peut que vous receviez une réponse par un de nos animateurs. Aux fins de respect de la vie privée, nous vous demandons de ne pas utiliser votre nom complet lorsque vous postez une question et de ne communiquer aucun renseignement personnel. Le webinaire d'aujourd'hui va faire l'objet d'un enregistrement et vous recevrez un courriel de suivi dans les 24 à 48 heures avec un lien pour le visionner. J'ai le plaisir de vous présenter Hélène Boisvert, animatrice de notre webinaire d'aujourd'hui. Hélène est directrice des programmes à la Division du Québec de la Fondation. Œuvrant à la Fondation depuis maintenant 31 ans, elle est responsable de la prévention auprès des professionnels de la santé et des groupes à risque, des services aux patients, bourses d'études, camps d'été, fonds de dépannage, etc., et du don d'organes. Elle s'implique dans plusieurs communautés et sous-communautés, tant de la Fondation qu'auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Hélène. Merci Chantal. Bonjour à vous tous. La Fondation canadienne du Rein tient à remercier ses commanditaires dont l'appui rend possible la production de sa série de webinaires. AstraZeneca, Horizon, Janssen, Otsuka et Paladin. La COVID-19 constitue une menace grave pour la santé publique et la situation évolue quotidiennement. En cette période d'incertitude, il est normal de se sentir anxieux, surtout pour ceux et celles qui éprouvent déjà des problèmes de santé. Parlez à des gens en qui vous avez confiance pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin peut vous aider à surmonter vos craintes. En partenariat avec la Société canadienne de néphrologie, la Fondation canadienne du Rein est fière de présenter ce webinaire « La COVID-19 et les patients greffés, réponse à vos questions ». Ce webinaire vous donnera l'occasion d'interroger d'éminents néphrologues et spécialistes de la transplantation. Son contenu est destiné à un auditoire canadien. J'aimerais maintenant vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Dr Marie-Chantal Fortin est néphrologue au sein de l'équipe de transplantation rénale du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche du CHUM et professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal. Elle a complété une formation doctorale en bioéthique à l'Université de Montréal, pendant laquelle elle s'est intéressée aux représentations des transplanteurs français et québécois autour de la question du don entre vifs. Par ailleurs, Marie-Chantal Fortin a participé à l'élaboration de lignes directrices de la Société canadienne de néphrologie et de la Société canadienne de transplantation sur la question du tourisme de transplantation. Finalement, ses travaux de recherche actuels portent sur la situation des receveurs du groupe O dans les programmes d'échange et sont subventionnés par les IRSC. Marie-Chantal Fortin est récipiendaire d'une bourse de nouveaux chercheurs du programme Crescent et d'une bourse chercheur clinicien du FRQS. Nous avons également avec nous Dr Isabelle Hood. Dr Hood a complété sa formation en néphrologie à l'Université Laval à Québec, puis a ensuite poursuivi sa formation à Nantes en France
par 3 années de recherche en immunologie de la transplantation. À son retour à Québec, elle a choisi de se consacrer à la transplantation clinique et à l'enseignement aux résidents. Elle est maintenant professeure agrégée de la Faculté de médecine de l'Université Laval et directrice de l'unité de transplantation rénale du CHU de Québec. Et maintenant, Dr. Ruth. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du coronavirus. Pas besoin de présenter maintenant ce virus que vous connaissez tous, qui est apparu pour la première fois. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Qui est apparu pour la première fois à la fin de 2019 en Chine, probablement transmis de la chauve-souris au pangolin à l'homme. Alors, prochaine diapositive. Alors, comment on attrape ce virus-là? En fait, on l'attrape par des gouttelettes qui sont projetées dans l'air quand quelqu'un parle, tousse, éternue. Alors, quelqu'un qui nous envoie des gouttelettes pourrait nous contaminer, mais on peut aussi se contaminer en touchant des surfaces ou un patient qui est lui-même infecté et ensuite en portant les mains au visage parce que le virus pénètre à travers les muqueuses, donc les yeux, le nez, la bouche. Ça peut être une façon de s'infecter. Ce virus-là ne résiste pas à la désinfection ou à l'eau de Javel, donc on va vous parler à plusieurs reprises de l'importance du lavage des mains. Prochaine diapositive. Alors, une fois qu'on a... pendant combien de temps le virus est-il contagieux? Alors, malheureusement pour nous, ce virus est potentiellement contagieux avant qu'on ait des symptômes. Contrairement à la grippe, on la transmet quand on tousse parce qu'on est malade, mais ce virus-là pourrait être transmis avant qu'on ait le moindre symptôme, probablement 48 heures avant. Le pic de contagion est vraisemblablement maximum au début des symptômes, mais on ne sait pas encore combien de temps on peut le transmettre. Il y a des études qui montrent qu'on trouve du virus plusieurs jours après le début des symptômes, mais on ne sait pas si ce virus-là se multiplie ou si c'est juste son matériel génétique qu'on trouve. C'est également possible que les patients peu ou pas symptomatiques, ceux qu'on appelle les asymptomatiques, transmettent également la maladie. Dans une étude populationnelle islandaise, 50% des gens qui avaient le virus étaient asymptomatiques. Donc, c'est probablement un élément important dans la transmission du virus. Une fois qu'on l'a attrapé, on l'incube pendant 4 à 5 jours en moyenne avant de développer des symptômes. Cette période-là d'incubation peut être beaucoup plus courte ou beaucoup plus longue. Les intervalles qui sont rapportés dans la littérature, c'est 2 à 14 jours. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, quels sont les symptômes? C'est un virus essentiellement respiratoire au début. D'autres coronavirus sont responsables de rhume dans l'année. Alors, les symptômes, initialement, sont légers à modérés chez 80 à 90% des cas, puis c'est essentiellement des symptômes respiratoires et de la fièvre. On a découvert que ça pouvait aussi donner des diarrhées et de façon étonnante et intéressante, ça peut se manifester par une perte subite du goût ou de l'odorat qui va éventuellement récupérer. Donc, 80 à 90% des gens dans la population normale font une maladie légère à modérée quand ils ont des symptômes. Il y a des formes graves qui surviennent chez un plus petit nombre de personnes qui peuvent être une pneumonie plus sévère, il y a des atteintes rénales qui sont décrites, il y a des atteintes cardiaques, il y a des atteintes vasculitiques chez les enfants. Vous commencez à en entendre parler, la maladie de Kawasaki. Il y a des atteintes neurologiques un peu particulières, type Guillain-Barré. Il y a des atteintes thromboemboliques, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cutanées, vasculitiques. Donc, c'est un virus qui a une présentation qui n'est pas seulement respiratoire, contrairement à d'autres coronavirus. Prochaine diapositive. Alors, qui va développer une maladie sévère? On a tendance à penser que les gens plus âgés, puis c'est ce qu'on répète beaucoup dans les médias, que les gens plus âgés sont à risque de faire une maladie sévère. Ils ne sont pas nécessairement à risque de l'attraper plus, mais ils sont plus à risque une fois qu'ils l'ont attrapé d'avoir une maladie sévère. Les gens qui ont comme facteur de risque le diabète, l'hypertension, la maladie cardiovasculaire, l'obésité, les maladies rénales chroniques, les maladies pulmonaires chroniques, l'asthme, l'immunosuppression sont des facteurs de risque qui vont faire que quelqu'un pourrait développer une maladie plus sévère. Prochaine diapositive. Alors, pour les patients greffés, quels sont les risques? Alors, il y a 2 grands types de risques, le risque de l'attraper, le risque de contamination, puis le risque de développer une maladie sévère. Donc, on peut se contaminer dans la communauté, il y a actuellement des transmissions communautaires, puis on peut aussi s'infecter en milieu hospitalier parce qu'il y a une plus grande concentration de gens qui sont infectés. C'est difficile de savoir spécifiquement pour les patients greffés quel est le risque de s'infecter. Il n'y a pas de données canadiennes, mais les Français qui ont une avance sur nous dans cette infection-là ont un système de collection des données qui est intéressant, que j'ai consulté en date du 11 mai,
1% des greffés français avaient eu un diagnostic de coronavirus ou de COVID-19. Pour la petite histoire, on dit la COVID-19 parce que c'est la maladie à coronavirus. Alors, ils n'ont pas le COVID-19 et l'Académie française a accepté ça en fin de semaine. Le Canada avait commencé à appeler ça la COVID-19 avant la France. Donc, si on revient à notre présentation, 1% des greffés en France ont eu un diagnostic de COVID-19. Prochaine diapositive. Alors, le second risque, celui qui nous inquiète le plus pour les patients, c'est quel est le risque d'avoir une forme sévère? Alors, vous réalisez bien que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas à la fin de l'année 2019. La première publication d'un cas de COVID-19 chez un patient greffé date d'il y a moins de 2 mois, donc chez un provenant de la Chine. Et depuis ce temps-là, il y a plusieurs publications par semaine. Alors, on a un petit peu de misère à suivre toute cette publication. Prochaine diapositive. Alors, il n'y a pas de données canadiennes encore qui sont disponibles. Il y a un registre canadien qui est débuté, auquel tous les centres canadiens participent. Ce qu'on peut vous dire, Dr. Fortin et moi, c'est nos expériences personnelles. Donc, à Québec, sur 1100 patients greffés que nous suivons, nous avons 2 cas connus de nous. Un cas sévère a été hospitalisé aux soins intensifs, a eu besoin d'un support ventilatoire et est maintenant sorti des soins intensifs, mais toujours hospitalisé. Et un autre cas n'a jamais eu besoin d'être hospitalisé, nous a contacté 10 ou 12 jours après que le diagnostic a été porté dans sa région et la personne est toujours demeurée. On a gardé contact avec elle pour au moins 1 mois au total et il ne s'est rien passé. Au CHUM, Dr. Fortin me disait qu'ils ont 4 cas sur une cohorte de 1000 patients. Un cas sévère a eu besoin de soins intensifs et 3 patients ont été hospitalisés, mais pas aux soins intensifs, ils sont de retour à la maison. On sait par ailleurs que d'autres centres montréalais, pour lesquels on n'a pas d'informations précises, ont plus de cas de COVID. Prochaine diapositive. Alors, quand les greffiers rénaux font des COVID-19, il y a plus de formes sévères par rapport à la population générale. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la population générale, on disait 10 à 20 de formes sévères. Chez les patients greffés rénaux, 20 à 50 des patients vont aux soins intensifs, donc ont une forme plus que sévère, mais très sévère. Il y a des atteintes rénales qui sont possibles. Dans la littérature, c'est difficile actuellement d'avoir des chiffres précis parce que tout ce qui est publié, c'est des petites séries de cas. On n'a pas des milliers de patients publiés. Donc, ça existe, des patients qui ont eu besoin de dialyse alors qu'ils avaient un greffon fonctionnel, qui ont eu besoin de dialyse dans la période du coronavirus. Et on sait que dans la population générale, il y a plus d'insuffisance rénale si on compare à d'autres maladies graves aux soins intensifs. Alors, pour la complication ultime qui est le décès, dans la population générale, on décrit des décès de 1 à 5 %. Si on se concentre sur les gens plus âgés, qui sont les plus à risque, on a 8 à 15 % de décès. Puis si on regarde maintenant ce qui est publié chez les greffés rénaux, les chiffres que j'ai trouvés, c'est 14 à 28 %. Donc, vous voyez que la maladie est plus grave que dans la population générale. Prochaine diapositive. Il faut faire attention à ces chiffres-là. Il ne faut pas penser, si on est greffé rénal, qu'on a ce risque-là de décès parce qu'on ne sait pas quel pourcentage des patients vont être asymptomatiques ou peu symptomatiques et qu'actuellement, ils ne sont pas dépistés, ces gens-là. Donc, on pourra connaître la mortalité réelle seulement quand on saura exactement combien de personnes ont été infectées. Puis, le Dr. Fortin va vous parler des tests diagnostiques tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas cette information-là. Prochaine diapositive. Alors, je cède la parole au Dr. Fortin qui va vous parler maintenant de diagnostic et de prévention. Bon, bien, bonjour à tous. Merci à la Fondation canadienne du Rhin de m'avoir invitée. Donc, effectivement, dans les prochaines diapositives, je vais vous parler de tests. Je ne suis pas une experte, mais je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Vous avez peut-être entendu parler, du test pour le diagnostic qu'on fait via le nez. Donc, c'est le premier test dont je vais vous parler, c'est le test nucléique. En fait, j'ai mis ce schéma-là qui vient d'un article publié récemment dans le JAMA. Comme vous pouvez voir, là, on a ici une échelle de temps et puis on a l'exposition au virus. Puis là, ce qu'on voit, c'est justement l'ARN du virus, puis comment le test va être positif à ce moment-là. On va changer de diapositive. Donc, le premier test, c'est le test qu'on fait actuellement. C'est un test qui détecte l'ARN du virus, donc le matériel génétique du virus.
On peut le faire soit avec un prélèvement dans le nez ou via la gorge. On peut le faire aussi chez des patients qui sont aux soins intensifs, qui ont besoin d'une bronchoscopie. Donc, sur le matériel, on peut aller chercher aussi dans les bronches. C'est beaucoup plus rare, mais là, les cliniques de dépistage, ce qu'on fait, c'est vraiment les prélèvements là, via le nez. Le meilleur moment pour faire le test, on dit que c'est 48 heures après le début des symptômes. Donc, parce qu'il faut avoir accès de matériel génétique, de virus actifs pour que ça soit positif. Dans notre jargon, on va dire que elle a une spécificité de 100%. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des chances que lorsqu'on a un test qui soit positif, on a des faux positifs? Non. Si c'est positif, c'est que c'est vraiment positif. Là, ceci étant dit, est-ce qu'on a des faux négatifs? Oui. Puis quand on a un faux négatif, c'est que probablement on n'avait pas assez de virus détectables. Donc, c'est pour ça peut-être que le test a été fait trop tôt dans l'infection ou que le prélèvement a été mal fait. Donc, si on a une suspicion, si le médecin suspecte que c'est effectivement la COVID-19, bien, il y a indication de le refaire dans 24-48 heures. Puis, selon les études, puis encore là, il faut prendre ça un peu avec le grain de sel parce que c'est pas nécessairement tout à fait le même test, tout à fait les mêmes techniques, les mêmes réactifs, mais ce qu'on a actuellement, c'est qu'entre 17 et 63% des tests étaient des faux négatifs lors du premier test. Mais si on a une suspicion, comme je vous dis, il faut le répéter. Il faut savoir que ce test-là, il peut être positif jusqu'à 3 semaines, voire plus après la fin des symptômes. Comme Isabelle l'a dit, ce test-là détecte des particules de virus. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que notre maladie est guérie, puis qu'on n'a plus de symptômes, mais qu'on teste encore positif, qu'on peut être contagieux. Ça, on ne le sait pas actuellement, là, justement, si c'est vraiment un test positif après la maladie, si c'est vraiment significatif en termes de contagiosité. Mais il semble que chez les greffés, justement, le test pourrait être positif un peu plus longtemps. On va changer de diapositive. Comme vous pouvez voir, ça, c'est où est-ce qu'on va chercher avec le coton-tige. Quand on parle d'un prélèvement nasopharyngé, on va très loin. Là. Ça a l'air très agréable. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. C'est qui on teste actuellement? C'est les dernières directives de l'Institut national de santé publique du Québec. Ça date du 4 mai. Donc, on teste actuellement tous les patients avec des symptômes qui nécessitent des soins hospitaliers. Puis ça inclut là, des patients hémodialysés qui auraient des symptômes. Je peux juste parler au CHUM. Si on se présente à l'urgence, je veux dire, la suspicion est très faible. Il s'agit d'avoir fait un peu de fièvre, d'avoir eu de la difficulté respiratoire, de la diarrhée, des douleurs dans la poitrine. Donc, c'est à peu près quasiment tout le monde qui se présente à l'urgence qui se fait tester. Les professionnels de la santé avec des symptômes. Les patients et les professionnels de la santé qui n'ont pas de symptômes mais qui travaillent dans un milieu d'hébergement lorsqu'il y a des nouveaux cas d'infection de COVID-19. Là, on pense là, à toutes les maisons pour les personnes âgées, les CHSLD, les ressources intermédiaires, les résidences pour personnes âgées. Là, on va tester des gens symptomatiques à cause de l'histoire d'éclosion. Ensuite de ça, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est qu'on teste toute personne avec des symptômes là, dans la population générale, ce qu'on ne faisait pas auparavant. On va tester aussi les premiers répondants ou les travailleurs de la sécurité publique avec des symptômes. Puis, maintenant, on teste aussi les contacts étroits avec ou sans symptômes de personnes avec un diagnostic de COVID. Mais là, pour ça, il faut, c'est selon les directives là, du directeur de la santé publique. On va changer de diapo. Ça va m'amener maintenant à vous parler des tests des anticorps. Parce qu'on l'a dit, le test pour rechercher l'ADN du virus, c'est positif quand même
assez tôt. Dans les 2 premières semaines, ça peut être positif, mais après, ça se négative. Notre système immunitaire va développer, vous allez voir là, les lignes pointillées mauves et vertes, c'est le développement des anticorps. Comme vous pouvez voir, ça arrive quand même assez tôt. On parle après la première semaine des symptômes. On voit là qu'on commence à fabriquer des anticorps. Donc, ce qui nous amène à parler des tests sérologiques. On va changer de diapositive. Donc, les tests sérologiques, c'est on détecte les anticorps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour diagnostiquer une infection aiguë, mais ça permet de savoir si on a fait l'infection. Ça permet de savoir qui a fait l'infection ou non. Fait que ça va être, je pense que dans le futur, au niveau populationnel, de savoir justement, compte tenu qu'il y a beaucoup de cas peu ou pas symptomatiques, ça va être important justement de faire des tests sérologiques pour savoir vraiment quelle portion de la population a fait ces tests-là, a fait l'infection, pardon. Actuellement, on n'a pas de tests sérologiques qui sont homologués par Santé Canada. Je sais que sur le web, il circule des trousses maison. Méfiez-vous de tout ça. Là, actuellement, on n'a pas de tests là, homologués. Je sais que aux États-Unis, il commence à y en avoir, donc ça va probablement venir, mais il faut quand même être critique à ce qu'on peut voir là, justement sur les médias sociaux autour de tout ça. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Quand se faire tester, si on a des symptômes, comme vous avez vu, là, toute personne qui a des symptômes doit se faire tester. Je pense que si on a des symptômes, on doit aviser notre équipe de transplantation puis voir s'il y a des possibilités de dépistage localement. Nous, au CHUM, on va pouvoir orienter les patients. Là, on a différentes trajectoires. Il y a toujours le numéro pour la population générale qui pourra donner un rendez-vous justement dans un centre désigné de dépistage ou un centre désigné d'évaluation. Mais si jamais on a des symptômes, on fait de la fièvre, on n'est pas bien, il ne faut pas hésiter de consulter. Puis, justement, dans les urgences, on va être capable là, de dépister s'il y a lieu. Puis, si justement, il ne faut pas craindre d'aller consulter si on a des symptômes là, qui sont inquiétants. Puis si on a un résultat positif, je pense que c'est important d'aviser votre équipe de transplantation qui pourra décider justement qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. On va passer à la prochaine diapositive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher d'attraper la COVID-19? Bon, la chose la plus simple, c'est vraiment se laver les mains. C'est au moins 20 secondes. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur le web qui expliquent comment bien faire pour se laver les mains. Quand se laver les mains, c'est les choses de base, là, avant puis après avoir préparé des repas, avant après avoir mangé, avant après avoir été à la toilette, après avoir toussé, éternué, mouché. Une chose importante, puis je vais revenir là-dessus tantôt quand je vais parler des masques, avant et après avoir manipulé un masque, avant et après avoir manipulé des choses contaminées par des liquides corporels. On a juste à penser à la lessive. Puis, évidemment, lorsque nos mains sont sales. Comment on se lave les mains? Du savon ordinaire, c'est parfait. On sait que le savon va aller détruire l'enveloppe de lipides du virus, donc ça va bien fonctionner. Puis si on n'a pas accès à de l'eau et du savon, on peut utiliser justement les désinfectants à base d'alcool, comme le Purell, par exemple. Donc, puis les règles d'hygiène sont de base. Là, quand vous toussez, vous éternuez, vous couvrez la bouche, le nez avec votre bras pour justement limiter la propagation des germes. Donc, puis si vous utilisez, il manque une phrase. Si vous utilisez un mouchoir en papier, on le jette
dès que possible, puis on se lave les mains tout de suite après. On va passer à la prochaine diapositive. Le nettoyage des surfaces est très important. On sait que le virus a le potentiel de survivre sur les surfaces pendant plusieurs jours. Ceci étant dit, est-ce que on a dit que le virus, on pouvait en retrouver sur certaines surfaces jusqu'à 7 jours, mais est-ce qu'il peut causer une contamination? Ce n'est pas nécessairement clair. Ceci étant dit, je pense qu'à la maison, au travail, c'est important de nettoyer fréquemment les surfaces qui sont utilisées. Là, on parle des poignées de porte, la salle de bain, des surfaces de travail avec la cuisine. Puis, il ne faut surtout pas oublier son cellulaire. Donc, on peut nettoyer son cellulaire avec l'alcool 70%. Vous pouvez vérifier avec justement les instructions de votre cellulaire. On peut aussi, une façon de faire que maintenant on adopte à l'hôpital, c'est de mettre notre cellulaire, on le désinfecte, on le met dans un Ziploc pendant la journée, puis après ça, bien, on jette notre Ziploc, puis on peut utiliser là, son cellulaire. Donc, je pense que c'est des choses bien importantes, mais de base, là. On va passer à la diapo suivante. Donc, aussi, prévention, bien, on a parlé beaucoup là, de la distanciation physique d'au moins 2 mètres. Certains vont 6 pieds, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mais avoir une distance physique avec les gens qui ne vivent pas sous votre toit. J'aime bien la Côte-Nord a fait des petites icônes pour expliquer la distanciation physique dans leur contexte. Je les trouve très drôles. Vous irez les voir. Là, entre autres, j'ai mis celle là, comme quoi ça prend 2 Gilles Vigneault en 2 personnes pour justement faire un 2 mètres. Pas de rassemblement. Je sais que tout le monde en souffre actuellement de ne pas pouvoir voir ses parents, ses grands-parents, mais d'éviter le plus possible, de faire livrer son épicerie et sa pharmacie, d'éviter le lieu public le plus possible. Donc, on va passer à la prochaine diapo. L'isolement ou la quarantaine, donc c'est indiqué si on est infecté par la COVID-19. Si on a des symptômes compatibles avec la COVID-19, comme je vous ai dit, souvent on va attendre 48 heures après le début des symptômes pour faire le test pour s'assurer pour augmenter nos chances qu'ils soient positifs. Donc, si vous commencez à avoir des symptômes et qu'on ne vous teste pas tout de suite, c'est bon déjà là de se mettre en isolement, en quarantaine. Ou si on a un contact étroit, la personne qui vit sous le même toit que vous a des symptômes, bien, je pense qu'il faut se mettre aussi en isolement, quarantaine. Ça implique de ne pas sortir de la maison ou de son terrain. Là, on s'entend, on peut sortir dans son jardin, mais de ne pas dépasser le cadre de sa maison, de ne pas prendre les transports publics, de ne pas aller dans les endroits publics. Puis si on a un rendez-vous médical, bien, on doit aviser l'équipe médicale justement qu'on a des symptômes, puis de voir avec eux ça va être quoi la trajectoire de soins. On va passer à la diapo suivante. Bon, on le sait, hein, quand on est greffé, on a des labos, des prises de sang. Donc, je pense que c'est important de continuer à aller faire ces labos. Maintenant, ça va être surtout sur rendez-vous pour éviter que beaucoup de gens attendent puis que justement une accumulation de gens puis de la contamination. Puis, encore une fois, si vous avez des symptômes, vous faites de la fièvre, c'est important de le mentionner pour être dirigé au bon endroit, là. Donc, je veux juste encore mettre l'accent. Si vous avez des symptômes, là, mentionnez-le à votre équipe médicale. Ne minimisez pas. Puis, c'est autant pour vous protéger vous que pour vous protéger les équipes médicales, là, justement, pour si vous avez des symptômes, c'est hyper important. Les visites de suivi, plusieurs d'entre vous probablement ont expérimenté les visites de suivi en télésanté. Ça se passe très bien, mais
si vous avez un nouveau problème qui nécessite une évaluation en personne, un examen physique, bien, on va vous voir sur place, là. Donc, il y a quand même, faut pas hésiter. Puis, comme je veux dire je le dis souvent à tous nos patients, pour tout nouveau problème de santé, il ne faut pas hésiter à consulter. Vous êtes un greffier rénal, vous avez le droit de faire plusieurs une pyélonéphrite du greffon. Peu importe ce que vous avez comme symptômes, si vous faites de la fièvre, vous avez des symptômes inquiétants, il faut nous le dire, puis il faut venir consulter. Je pense que la plus grave erreur, ça serait de rester chez vous avec vos symptômes, de peur de venir à l'urgence puis d'attraper la COVID. Je pense que ça serait la pire erreur, là. On va continuer de vous soigner, puis on est là pour vous. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas juste la COVID qui peut vous tuer, là, il y a plein d'autres choses. Donc, c'est important d'en parler à votre équipe médicale puis de venir consulter. On va passer à la prochaine diapo, les masques. Hein, on en a parlé, le directeur il y a eu des directives contradictoires, mais maintenant, bon, on s'en va de plus en plus vers un port de masques dans les endroits publics. Il y a 3 types de masques. Le N95. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un N95? Bien, c'est la première photo à gauche. C'est un masque qui filtre 95% des particules aérosols. Ça filtre des très, très petites particules. On parle de jusqu'à 0,3 microns. C'est un masque qui doit être utilisé par les professionnels de la santé dans des contextes où il y a une génération importante d'aérosols. Puis ça arrive quand? Ça, c'est vraiment en milieu hospitalier, là. Si on a des examens à faire comme une gastroscopie, une bronchoscopie, si on a besoin d'intuber, de mettre un tube puis de brancher un patient sur un respirateur, c'est des situations où est-ce que ça va générer justement beaucoup d'aérosols. Puis c'est l'indication de porter un N95. Donc, vous, comme patient, il n'y a pas vraiment d'indication de porter ça, un N95. Puis, il faut savoir qu'un N95, bien, il faut qu'il y ait un test d'ajustement. Donc, s'il n'est pas ajusté, c'est pas utile de porter ce type de masque. L'autre masque, c'est le masque c'est le masque de procédure. C'est utile, c'est le deuxième au centre. Hein, c'est le masque bleu qu'on est habitué de voir à l'hôpital. C'est utile pour filtrer les grosses gouttelettes, plus que de 5 microns, on va dire. Les populations qui doivent le porter, c'est le personnel soignant. C'est si vous avez des symptômes puis vous devez vous rendre dans un milieu de soins, on va vous donner un masque chirurgical. Puis les travailleurs des services essentiels qui ont des tâches à moins de 2 mètres de d'autres personnes ou que des barrières physiques ne peuvent pas être mises en place, bien, c'est indiqué de porter un masque chirurgical. C'est important que ça recouvre le nez et la bouche. Là, je pense que souvent, on voit des gens porter leur masque en dessous du nez. J'ai une petite, sur la prochaine diapo tout à l'heure, on va regarder là, justement comment il faut porter, mais il faut vraiment que ça couvre bien. Là. Donc, vous le voyez ici, ça couvre le nez, la bouche, jusqu'aux yeux. Donc, si celle en haut, ça ne couvre pas tout le nez, celle en bas, à côté, ça ne couvre pas toute la bouche, l'autre, donc en dessous du menton, sur le front, ça ne donne rien. Donc, puis encore une fois, c'est bien important de se laver les mains avant et après manipulation du masque. Et puis, le troisième masque qui est rendu à la mode, c'est le masque artisanal ou le couvre-visage. Hein. Hier, à la conférence de presse, on a vu tout le monde arriver, que ce soit notre premier ministre, Dr Arruda et la ministre de la Santé sont arrivés avec des masques artisanaux. Il faut se rendre compte que c'est surtout utile pour protéger les autres de nos gouttelettes. OK? Ça pourrait diminuer la transmission communautaire. C'est utile lorsque la distanciation physique est impossible. On pense aux lieux physiques.
des fois, dans les rangées d'épicerie, le 2 mètres n'est pas toujours facile. Donc, ça peut être utile, justement. Ça doit être fait de 2 épaisseurs de tissu. Ça doit être bien ajusté au visage. On doit laver nos mains avant et après manipulation. Il faut éviter de toucher le masque pendant qu'on l'a dans le visage. Il ne faut pas toucher notre visage. Il faut le changer quand il est humide ou mouillé. Il ne faut pas se partager les masques entre personnes là, lorsqu'ils ont été utilisés. Puis, il faut le nettoyer. Comment on le nettoie? Bien, c'est simple, on le met dans la laveuse, on le lave avec de l'eau chaude, du détergent, puis après ça, on le met dans la sécheuse. Donc, je pense que c'est... puis bon, maintenant, plusieurs compagnies québécoises en font. Vous en avez différents modèles avec des modèles avec différents tissus qui peuvent être fashion ou non. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Bon, comme je vous ai montré. Et bon, les gants, je pense que c'est beaucoup plus utile de se laver fréquemment les mains que de porter des gants. On peut avoir un faux sentiment de sécurité si on a des gants, mais le virus peut se trouver sur les gants. Puis si on se touche le visage, bien, il n'y a aucun bénéfice à porter des gants. Donc, je pense le message, c'est vraiment lavez-vous les mains le plus souvent possible, puis ne touchez pas votre visage. On va passer à la diapo suivante. Quoi faire si un de mes proches est positif pour la COVID-19? Bien, je pense qu'il faut aviser son équipe de transplantation, se mettre en isolement préventif, surveiller ses symptômes, puis se faire tester. On va passer à la diapo suivante. Pour le retour au travail, hein, on le sait, plusieurs régions se déconfinent, des industries où les chantiers de construction se mettent en branle. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est greffé? Bien, les employeurs ont une responsabilité de diminuer la transmission. Donc, évidemment, si vous ils ont comme consigne que leurs employés doivent rester à la maison s'ils ont des symptômes. Donc, ce n'est pas le temps de faire du présentéisme. Ils doivent mettre en place des dispositifs qui permettent le lavage fréquent des mains. Ils doivent mettre en place des mesures de distanciation physique ou des barrières physiques. Doivent favoriser le télétravail. Puis, si le télétravail, la distanciation, les barrières physiques sont impossibles, je pense discutez-en avec votre équipe médicale et puis on pourra voir si un retrait justement préventif est possible. Juste pour mentionner, bon, une des questions qui revient souvent, c'est les conjoints des patients greffés qui travaillent dans le public, qui sont professeurs. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune directive justement pour les conjoints des patients immunosupprimés. Là. Donc, pour l'instant, on n'a pas de directive claire et même j'ai contacté quelqu'un qui travaille en santé communautaire, en santé au travail, puis effectivement, il n'y a aucune directive pour l'instant. Donc, ça termine actuellement ma section. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue, Dr. Roud. Alors, bon, rebonjour. Donc, si on revient sur ce qu'on a dit, il semble y avoir, si on respecte les mesures de confinement basées sur les chiffres français, un tout petit nombre de patients greffés qui s'infectent, 1%. On peut espérer que c'est la même chose. Les chiffres de l'Hôtel-Dieu puis les chiffres de CHUM ressemblent à ça. Donc, un petit nombre de patients greffés s'infectent. Mais si, par malheur, on s'infecte et qu'on fait une maladie, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Alors, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace démontré. Alors, les études en cours sont répertoriées dans un site que je vous ai montré là. Et en date, il y a déjà, quand j'ai débuté la préparation de la présentation, là, il y avait 1216 études qui étaient répertoriées sur ce site-là, qui étaient commencées ou sur le point de commencer pour tester le coronavirus. Bon, évidemment, pas tous chez les patients greffés, mais vous voyez qu'il y a eu une explosion de la recherche et qu'il y a des fonds
sont mis pour qu'on puisse trouver un médicament efficace contre cette maladie-là. Donc, prochaine diapositive, parmi les essais qui ont été en cours, bien, il y a des essais qui ciblent, on n'a pas beaucoup parlé à date, mais il y a la phase de l'infection avec le virus, puis après ça, ce qui semble être le plus néfaste ou le plus dangereux, c'est que notre corps réagit trop. On appelle ça une tempête inflammatoire ou une tempête avec des cytokines, et c'est à ce moment-là que ça devient dangereux et que c'est dangereux pour la vie. Donc, les médicaments qu'on teste, on les teste soit pour traiter l'infection ou alors on les teste pour la tempête de cytokines. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on teste des médicaments qu'on a déjà. Les gens ne sont pas en train de développer un nouveau médicament spécifiquement pour le virus parce que ça prend des années et des années. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans ce qu'on a déjà comme médicament, est-ce qu'il y a quelque chose qui, par bonheur, pourrait marcher contre le coronavirus? Alors, vous avez tous entendu parler de l'hydroxychloroquine avec le professeur Raoult Français, qui, sur un tout petit nombre de patients, semblait démontrer un effet bénéfique. Malheureusement, ça ne s'est pas encore confirmé dans les études qui ont été publiées, mais il y a encore beaucoup d'essais en cours. Bon, le gouvernement français et le gouvernement américain, par leurs dirigeants, avaient de l'enthousiasme pour cette molécule-là, mais pour l'instant, ce n'est pas concluant. On a testé des médicaments, le ritonavir qui était utilisé pour traiter le VIH, le remdesivir, les anti-L6. On a testé si le sérum de patients qui ont récupéré, qui ont développé des anticorps pourrait être utile pour tester des patients très malades. Ces médicaments-là sont testés habituellement et sont réservés aux patients qui sont hospitalisés. Si vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé, on pourrait peut-être vous proposer la colchicine, qui est un médicament que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà pris pour traiter la goutte. Il y a une étude montréalaise qui teste l'effet anti-inflammatoire de cette molécule-là, mais qui est administrée chez des patients qui ne sont pas hospitalisés. Celle qui a eu le plus de vogue dans les dernières semaines, parce qu'il y a des cycles dans ça, il y a eu l'hydroxychloroquine, après ça, il y a le Kelatra qui s'est avéré négatif. Et là, celle qui est à la mode, prochaine diapositive, c'est le remdesivir qui a été développé pour traiter l'Ebola. Et donc là, on a pour l'instant, dans ce qu'on a pour en discuter, c'est deux études. Une étude chinoise qui a été publiée dans le Lancet. En médecine, on accorde beaucoup d'importance à une étude publiée dans une revue qui a été révisée par des pairs. Donc, vous avez fait une étude, vous avez trouvé quelque chose, vous écrivez un papier, puis vous soumettez ça à des gens qui sont des scientifiques, puis ils regardent si ce que vous avez utilisé comme façon de faire, c'est raisonnablement sécuritaire ou bien fait au plan scientifique. Donc, quand c'est publié, ça ajoute beaucoup de crédibilité, surtout quand c'est révisé on appelle ça révisé par les pairs. Donc, le Lancet, c'est une très, très bonne revue européenne. Donc, cette étude chinoise-là, sur 237 patients, n'a pas montré de différence chez les patients traités par rapport aux non traités sur la durée des symptômes puis la mortalité. Il y a une étude américaine beaucoup plus grosse, qui n'est pas encore publiée, qui a été citée par le Dr Fauci comme étant un game changer, donc il a l'air de vouloir faire quelque chose d'intéressant, qui diminue la durée des symptômes, mais qui n'a pas de différence statistiquement significative sur la mortalité. Alors, on peut discuter de qu'est-ce que ça veut dire statistiquement significatif, mais dans cette étude-là, entre 8 et 11,6 % de mortalité, on ne trouve pas que c'est significativement différent. Ça, c'est des études qui ont été faites dans la population générale. Ce n'est pas fait chez les patients greffés. On commence toujours par tester chez la population générale, puis souvent, on extrapole à propos de la population générale pour nos patients parce que rarement des études sont faites chez les patients greffés, sauf si c'est pour tester les antirejets. Prochaine diapositive. Alors, ça, c'était pour le traitement de l'infection avec le virus. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de vos autres traitements? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les traitements anti-rejets qui baissent le système immunitaire alors qu'on fait une infection? Alors, tout ce qui est publié est basé sur des opinions d'experts. Il n'y a aucune étude qui a testé une hypothèse par rapport à l'autre. On n'est pas dans un délai qui permet de faire ça. Donc, puis les modifications du traitement anti-rejet sont basées sur la gravité des symptômes. Tout le monde s'entend pour dire qu'à partir du moment où vous avez une infection qui est légère à modérée, vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé aux soins intensifs, on va quand même avoir tendance à baisser vos antirejets, puis on va s'intéresser à votre molécule un peu moins puissante qui est soit le Cellcept, le Mifortic, l'Imuran, j'ai oublié le Sirolimus, mais ça serait dans cette catégorie-là d'antirejets. Et là, on aurait, soit on le diminue si les symptômes sont vraiment légers, soit si on l'arrête alors que vous êtes hospitalisé, mais pas gravement malade aux soins intensifs. Si vous avez une maladie très sévère, on va probablement baisser votre tacrolimus.
L'arrêté, ce serait vraiment dans les cas où il y a des maladies très sévères. Les premières publications faites par des Italiens qui étaient, eux, dans la tourmente au mois de mars, eux ont eu tendance à cesser le tacrolimus pour les patients très malades. Certains auteurs se questionnent sur le risque de faire ça si on pense qu'une réaction inflammatoire excessive est peut-être en cause dans une certaine partie des symptômes. Donc, globalement, tout le monde dit on va baisser le tacrolimus, on va viser des cibles dans le sang un peu plus basses que d'habitude, puis on va voir comment ça va aller. La prednisone, les Italiens avaient eu tendance à l'augmenter beaucoup parce qu'ils enlevaient les autres. Globalement, la conduite dans ce qu'on lit, là, puis les papiers de revue qui sont publiés là-dessus, c'est que les gens vont peut-être augmenter un petit peu, peut-être en remettre si vous en preniez plus, mais sûrement pas des fortes doses. Prochaine diapositive. Vous avez probablement entendu parler aussi de controverses sur les traitements contre l'hypertension et le coronavirus. Alors, il y a un système qui s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est impliqué dans l'hypertension, puis contre lequel il y a beaucoup de médicaments antihypertenseurs qui jouent. Donc, si vous prenez de l'Attaquant, du Losartan, du Monopril, du Coversil, ce genre de médicaments-là joue sur ce système-là. Et vous voyez que dans ce système-là, il y a une molécule qui s'appelle ACE2, qui est impliquée dans le système rénine-angiotensine, qui est aussi également le récepteur qui permet au virus ici, le SARS-CoV-2, ça c'est le coronavirus, qui permet à ce virus-là de rentrer dans la cellule. Alors, il y a eu beaucoup d'hypothèses à l'effet que peut-être que ça pourrait exagérer certains symptômes en permettant d'exprimer plus de récepteurs et donc de favoriser l'entrée du virus dans les cellules. Puis d'autres, au contraire, ont postulé que peut-être que ça pourrait améliorer, dépendant du médicament qu'on utilise. Il y a des études en cours pour tester les médicaments de cette famille-là d'antihypertenseurs, mais la conclusion de tous les papiers récents, c'est que les données actuellement ne supportent pas qu'on commence ces médicaments-là ou qu'on les arrête à cause du virus. Donc, si vous prenez des médicaments contre la pression, que votre pression est bien ajustée, vous ne touchez pas à votre traitement antihypertenseur. C'est sûr que des fois, on les arrête, les médicaments pour la pression, quand vous êtes hospitalisé puis que ça ne va pas bien puis que la pression baisse. Là, il y a une raison médicale de l'arrêter. Mais uniquement pour le virus, on ne commence pas de nouveaux médicaments pour la pression puis on n'en arrête pas non plus. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais pour l'instant, c'est ça la conduite. Prochaine diapositive. La vaccination maintenant. Alors, Dr Fortin et moi ne sommes pas des experts en vaccination. On est des médecins néphrologues en transplantation. Donc, ce qu'on lit sur la vaccination, c'est que c'est quelque chose pour lequel il y a beaucoup d'intérêt. Il y a une course à la vaccination. C'est sûr que la première compagnie pharmaceutique qui va produire un vaccin efficace va probablement mettre la main sur le jackpot. Il y a des initiatives aussi pour que les vaccins soient développés en dehors de l'industrie pharmaceutique. Ce qu'on comprend, c'est que, prochaine diapositive, bon, il y a plusieurs, vous voyez que c'est beaucoup trop petit pour que vous voyez quelque chose, mais juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs industries, universités, organisations qui travaillent au développement d'un vaccin. Ce qui est probable, c'est que ce ne sera probablement pas un seul vaccin qui va être disponible. Il va y avoir quelques vaccins, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il va être efficace chez les patients greffés? Hein, vous savez que vous répondez pas, les patients greffés ne répondent pas parfaitement à la vaccination parce que le système immunitaire est diminué, donc empêche la réponse à la vaccination. Vous savez aussi que certains vaccins ne doivent pas être pris quand on est greffé, donc les vaccins faits à partir de virus vivants ne doivent pas être pris par les patients greffés parce que là, la maladie pourrait être transmise par la vaccination, ce qui n'est pas le cas si vous avez un vaccin avec un virus qui est tué comme le virus de la grippe. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus. On ne sait pas quand est-ce qu'il va être disponible, s'il va être efficace chez les patients greffés, s'il va être efficace chez la population générale, combien de temps ça va prendre pour le produire, combien de temps ça va prendre pour que tout le monde soit vacciné. Donc, dans la vaccination, là, il y a beaucoup d'espoir, mais pour l'instant, pour ce que moi je lis, là, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Cependant, si vous lisez la presse scientifique comme la Presse Plus, ce matin, il montrait qu'il y avait un vaccin peut-être chinois qui serait produit au Canada puis qui commencerait des expérimentations humaines rapidement. Donc,
il y a vraisemblablement des espoirs dans la vaccination, mais on ne peut pas être plus précis que ça aujourd'hui. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant du coronavirus chez le patient qui est en attente de greffe? Alors, à peu près, comme beaucoup, en fait, comme à peu près tous les programmes canadiens, comme beaucoup de programmes en Europe, les programmes de greffe ont été mis sur pause à un moment donné ou l'autre à cause de la pandémie. Au Québec, on a pris la décision d'arrêter le 25 mars. On suivait la France d'un petit peu, de quelques semaines ou de quelques jours. Et là, actuellement, on est en discussion pour savoir quand est-ce et comment on reprend la greffe. Alors, c'est sûr que on l'a arrêté à cause du risque qu'on croyait important de surcharger les hôpitaux avec des patients greffés et d'infecter des patients alors qu'on les hospitalise pour une greffe et d'utiliser des donneurs qui étaient potentiellement infectés. Donc, il y avait plusieurs bonnes raisons de mettre ça sur pause, le temps de regarder ce qui se passait. Là, on discute entre nous pour reprendre. Pour reprendre, ça va nous prendre des donneurs. Il faut que les gens des soins intensifs aient des donneurs, qu'ils aient le temps de s'en occuper, qu'ils ne soient pas surchargés par la prise en charge des autres malades qui sont là. Ça va dépendre de l'accès au bloc opératoire. Vous entendez dire qu'il y a plusieurs chirurgies qui sont mis sur pause, en particulier des chirurgies oncologiques, des patients qui ont des pathologies oncologiques qui sont hors délai. Donc, quand on reprend une activité opératoire, il faut s'entendre avec les autres collègues qui ont besoin du bloc opératoire. Ça ne dépend pas du médecin en transplantation. Il y a des discussions au niveau ministériel pour défendre le point de l'accès à la transplantation. Excusez-moi, je vais me mettre sur pause le temps de fermer le téléphone. Excusez-moi, il y a des impondérables dans les webinaires. Et puis, ça va aussi dépendre de ce qu'on pense qui est le rapport bénéfice-risque. Alors, et ça, c'est très, 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 très difficile de savoir pour un patient donné aujourd'hui, quel est le meilleur traitement, connaissant le risque d'attraper le virus, connaissant le risque de faire une complication grave avec le virus, connaissant le risque de faire un coronavirus aussi à l'unité de dialyse. Donc, pour l'instant, la décision n'est pas prise. C'est sûr que quand on va recommencer la greffe, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va commencer d'abord par des gens qui sont à plus faible risque. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que le donneur ne donnera pas le coronavirus? Bien, quand ça va être un donneur décédé, ça va nous prendre avec la famille une histoire très, 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 très précise de la présence ou non de symptômes, de qui a été en contact. C'est sûr que si le donneur est un préposé aux bénéficiaires d'un CHSLD, je ne pense pas que ça va être un donneur qu'on va considérer. Ça va nous prendre des tests pour s'assurer que le donneur n'a pas de coronavirus, mais vous comprenez que si quelqu'un a travaillé dans un CHSLD dans les 3 derniers jours, il pourrait avoir un test négatif et quand même être en période d'incubation. Donc, toutes ces choses-là vont être prises en considération avant de considérer qu'un donneur est acceptable ou pas. Ça va nous prendre un examen pulmonaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de pneumonie. Pour les donneurs vivants, bien, ça va nous prendre la même histoire. Et je pense qu'on va demander, ça c'est ma position personnelle, mais moi personnellement, je demanderais au donneur vivant potentiel de rester chez lui 14 jours avant la transplantation pour être sûr que dans les 14 derniers jours, il s'est confiné, donc il n'a absolument pas de coronavirus. Ça va nous prendre un prélèvement nasopharyngé pour être sûr que le patient n'a pas de coronavirus. Et pour ce qui est des donneurs vivants qui participent à des chaînes d'échange au niveau canadien, il va aussi y avoir des modifications parce que vous comprendrez que plus personne ne va prendre l'avion dans les prochaines semaines. Donc, si vous aviez prévu donner un rein et que votre greffe était prévue dans l'Ouest canadien, vraisemblablement, ce qu'on va proposer, c'est que ce soit votre rein qui s'en aille dans l'Ouest canadien et non pas vous, pour minimiser les risques d'attraper quelque chose en vol dans l'avion. Prochaine diapositive. Alors, donc, je voulais revenir sur l'évaluation des bénéfices et des risques. Cet élément-là est très difficile et donc est très difficile à faire. On n'est pas devin personne. Alors, on se dit que pour commencer, on va recommencer avec des patients et des reins faciles à greffer parce qu'on veut être sûr que le patient n'aura pas un séjour à l'hôpital
prolongée, qu'il n'y aura pas un suivi post-greffe prolongé, compliqué, avec plusieurs visites à l'hôpital, parce que toutes ces visites-là à l'hôpital, c'est un risque d'attraper la COVID-19. Prochaine diapositive. Je recède la parole au Dr Fortin. OK. Excusez-moi, évidemment, comme dans toute réunion Zoom, je pensais que j'étais branchée puis je parlais tout seul alors que mon micro était muet. Donc, on est bien conscient que c'est une période difficile, que ça génère beaucoup de stress, que justement votre santé mentale peut en souffrir. Donc, des petits conseils un peu qu'on suggère pour vous aider, qui peuvent vous aider justement à passer à travers cette période d'isolement, d'anxiété, de stress, c'est de créer, de maintenir une routine, de maintenir des bonnes habitudes de vie, de faire de l'exercice régulièrement, de maintenir des heures régulières de sommeil. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut se coucher à des heures un peu n'importe quand. Je pense qu'on a fait une grave erreur de parler de distanciation sociale au début, alors que ce qu'on veut, c'est que ça soit physique, mais on veut garder les liens sociaux. Donc, il faudrait arrêter de parler de distanciation sociale, mais vraiment de parler de distanciation physique. Puis, c'est important de garder des liens avec vos proches. Puis, on est chanceux, on a plusieurs technologies qui le permettent maintenant, le téléphone. OK, on me dira que ça fait un peu 20e siècle, mais on a FaceTime, WhatsApp, Skype, Teams. Donc, je pense appelez vos proches quand ça ne va pas, faites du télétravail, découvrez-vous des nouvelles passions, apprenez de nouvelles langues, lisez des livres, écoutez de la musique, des séries, des films, limitez le temps devant les écrans, restez informés, surtout de sources crédibles, mais il ne faut quand même pas faire une overdose d'informations. Donc, c'est correct de fermer les bulletins de nouvelles si ça génère de l'anxiété. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Prochaine diapositive, Janice, s'il te plaît. Oui, bon, les stratégies d'adaptation. D'abord, regardez qu'est-ce qu'on peut contrôler, hein? Protéger, on peut obtenir des informations crédibles, en discuter avec vos équipes de transplantation. Je l'ai dit souvent, mais on reste là pour vous. Après ça, on peut aussi être proche de ses émotions, accepter de l'aide, le support de nos proches, éviter le blâme et la critique. Je pense rire, garder le sens de l'humour malgré cette période difficile, respecter ses limites. Encore une fois, les bonnes habitudes de vie, trouver un sens à cette période-là. Ça peut être via l'acceptation, vos valeurs, vos buts, la foi, et ça vient justement là d'une vidéo YouTube de deux médecins. Ces stratégies d'adaptation-là. On va passer à la prochaine diapositive. Janice, prochaine diapo, s'il te plaît. En fait, sur la prochaine diapo, j'ai mis justement, c'est tiré du site du gouvernement du Québec. J'ai des petits conseils pour sa santé mentale à la maison. Évidemment, ce n'est pas destiné aux greffés, mais c'est destiné à la population générale, mais je pense que ça s'adapte à tout le monde. Donc, on va passer aussi à la prochaine diapo. Je vous ai mis ici plusieurs sources d'informations utiles, des sources qui sont en français. Si vous avez besoin d'informations, l'Institut national de santé publique a beaucoup de documents, que ce soit sur les masques, le retour au travail, l'épidémiologie de la maladie, etc. La Société canadienne du sang aussi a de l'information sur les conditions pour les greffes. J'ai mis aussi l'Association canadienne de santé mentale, l'INESC, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux,
L'Association des psychiatres a aussi mis des documents, l'Ordre des psychologues. Et puis, il y a le réseau de recherche, le programme canadien de recherche en dons et en transplantation du Canada qui répertorie tous les articles scientifiques qui sont publiés sur le sujet. Donc, vous avez aussi cette source-là. On va passer à la dernière diapo pour ce qui est de ma section. Je veux juste vous mentionner un projet de recherche qui est en cours. C'est justement un projet de recherche du programme canadien en dons et en transplantation du Canada qui recherche des greffiers et leurs proches pour les études sur les impacts de la COVID-19 sur votre vie, sur vos stratégies d'adaptation, sur votre exercice physique. Donc, vous avez ici le contact qui est Stéphanie Larivière-Baudouin qui est au CHUM. Donc, si ça vous intéresse de participer, ne vous gênez pas. Vous avez justement un contact pour participer. Donc, c'est ma dernière diapositive. Je vous remercie infiniment, puis on va être prêt à prendre des questions. Merci. J'aimerais remercier nos deux conférencières, Dr. Hood et Dr. Fortin. Alors, on va commencer à répondre aux questions là, qui ont été soumises. On a vu qu'il y en avait plusieurs qui arrivaient et des questions aussi avant. Alors, je vais juste voir, je ne sais pas si vous pouviez le voir, mais on a eu des statistiques juste avant qu'on commence les questions de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont là, concernant leurs patients, comme un peu Dr. Hood avait donné des statistiques au début. Alors, eux, ils ont 13 patients qui sont atteints, 6 patients aux soins intensifs, 9 patients hospitalisés et ils ont eu malheureusement 3 décès. Alors, on va commencer les questions. On verra alors Dr. Hood ou Dr. Fortin qui va répondre. Alors, une personne immunosupprimée va-t-elle développer des anticorps? Écoutez, je l'ai mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé de la vaccination. On ne connaît pas cette réponse-là. Donc, on ne sait pas quel genre d'anticorps la population normale va développer. On ne sait pas si c'est des anticorps qui vont nous protéger, des anticorps qu'on dit neutralisants ou des anticorps qui vont juste témoigner du fait qu'on a la maladie. Donc ça, c'est pour développer des anticorps suite à une infection. On ne le sait pas dans la population générale, donc a fortiori, on ne le sait pas chez les patients greffés. Puis est-ce qu'on va développer des anticorps après la vaccination? Ça non plus, on ne le sait pas. Il y a des stratégies de vaccination pour les autres virus pour faire que les patients greffés réagissent plus parce qu'avec la vaccination standard, ils peuvent moins réagir. Donc, toutes ces questions-là n'ont pas encore de réponse. Merci, Dr. Hood. Et est-ce qu'on peut répondre à un greffé peut-il être asymptomatique? En fait, on ne le sait pas parce qu'a priori, ils ne sont pas testés. Hein? Donc, on teste les patients symptomatiques. Quand on va avoir du dépistage plus populationnel, on va le savoir. Mais dans ma petite expérience à moi, les greffés, parce que j'ai eu une patiente qui a été, somme toute, très peu symptomatique. Donc, je pense que les greffés n'ont pas nécessairement un tableau tous catastrophiques. Merci, Dr. Hood. Comment se faire tester si on se place en isolement préventif? Je peux peut-être répondre. Bon, bien, si vous vous mettez en isolement préventif, puis vous avez des symptômes, il y a indication de vous tester, vous appelez soit votre équipe de transplantation qui va pouvoir vous expliquer là, les procédures à suivre. Là, je peux parler seulement pour le CHUM, mais je suis certaine que c'est pareil dans tous les autres centres de transplantation. On a des trajectoires justement pour faire tester les patients, dépendamment s'ils sont assez bien pour être testés en ambulatoire versus s'ils ont des symptômes qui nécessitent une visite à l'urgence. Donc, on va tout vous expliquer comment venir à l'hôpital, où arriver dans l'hôpital, passer par quel endroit, etc. Donc, vous allez pouvoir, entre guillemets, sortir de votre maison pour venir vous faire tester, mais dans des conditions qui sont tout à fait sécuritaires. Là. On va vous interdire, évidemment, de prendre le transport en commun. Je sais qu'à Montréal, il y a des taxis qui font des transports, justement, pour des patients qui viennent se faire tester pour la COVID. Donc, on va tout vous expliquer ça. Merci, Dr. Fortin. Une autre question. Quel risque pour un enfant greffé que les parents travaillent dans une école primaire qui reprendra le travail prochainement?
C'est une excellente question. Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que probablement qu'il y a un risque un peu accru. Ceci étant dit, les mesures, autant de distanciation physique, de lavage des mains, d'hygiène doivent prévaloir, mais je peux pas quantifier malheureusement ce risque. Je ne sais pas si Isabelle veut rajouter quelque chose. Moi non plus, malheureusement, je ne sais pas. Puis probablement que l'équipe de pédiatrie de l'enfant a peut-être des meilleures réponses que nous à fournir. Oui. Merci à vous deux. Il y a une personne qui est en attente d'une double greffe rein et pancréas. Est-ce que l'attente est plus longue? L'attente va certainement être plus longue. Malheureusement, là, les programmes sont sur pause, donc il va y avoir des greffes qui n'auront pas été faites dans les dernières semaines, donc des patients qui vont être plus nombreux sur la liste d'attente. La greffe rein-pancréas étant une greffe plus risquée, ce n'est pas par cette greffe-là qu'on va recommencer. Donc, on n'est pas capable de quantifier ça, mais clairement, il va y avoir un temps d'attente un peu plus long. La même chose, il y avait une question que j'ai vu passer sur les patients hyperimmunisés. Pour les patients hyperimmunisés, bien que ce soit des greffes peut-être un peu plus compliquées, il y a quand même une volonté de reprendre ces greffes-là parce que l'opportunité de la greffe ne se présente pas souvent. Donc, ces greffes-là vont probablement repartir avec la première vague, si on peut dire. Cette stratégie-là de reprise de greffe par vague en fonction du risque qu'on prévoit de la greffe, c'est la même stratégie qui est adoptée partout au Canada, partout en Europe. Tout le monde se dit on va recommencer par les choses un peu plus faciles à greffer ou pour qui l'enjeu de la greffe est crucial par rapport à l'accès à la greffe ou les difficultés en dialyse. Puis on va voir après ça comment ça se passe pour greffer des patients un petit peu plus compliqués par la suite. Puis tout ça va dépendre éventuellement, évidemment, de l'épidémiologie de l'infection. Imaginons qu'il y a une deuxième vague importante au déconfinement. Je ne pense pas que la priorité va être à greffer et à immunosupprimer des patients. Merci à vous deux. Je ne sais pas si ça va être possible de répondre à cette question. Est-ce que l'utilisation de sérum de patients qui ont récupéré pourrait augmenter les anticorps contre le rein et favoriser le rejet? Écoutez, c'est impossible de répondre à cette question-là. Je pense qu'il n'y a aucune possibilité pour moi de répondre à cette question-là maintenant. Puis je ne sais pas, Marie-Chantal, si tu as lu quelque chose à ce sujet-là. C'est encore des études très, très, très préliminaires. Tout à fait. Puis je ne sais pas si c'est, je crois pas que ça a été tenté chez des patients greffés, mais peut-être, j'ai pas non plus, on va peut-être avoir des cas qui vont être rapportés, mais de ce que j'ai lu, moi, j'ai pas vu de cas où ça a été rapporté d'utilisation de sérum de patients convalescents. Merci à vous deux. Je voudrais juste revenir au masque. Je ne sais pas si Dr Fortin, il y a une question qui était, est-ce qu'il y a des tissus recommandés pour fabriquer les masques artisanaux? C'est une bonne question. Écoutez, je ne peux répondre. Je vous suggère d'aller sur le web. Entre autres, le CDC a toute une section pour do it yourself, your own mask. Là. Je pense que c'est surtout important qu'il y ait 2 épaisseurs, c'est ce que j'avais compris, mais est-ce qu'il y a des tissus meilleurs que d'autres? C'est une bonne question pour laquelle je ne peux pas répondre. Je peux peut-être répondre parce que je me suis lancée dans la fabrication des masques. Et donc, OK. j'ai lu là-dessus, en fait, ce qui est recommandé, parce qu'il faut trouver la bonne balance entre un masque confortable et un masque efficace. Alors, juste pour vous faire rigoler un peu, ce qui est le plus efficace, c'est le sac de balayeuse. C'est très, très efficace pour filtrer. Évidemment, on conçoit très bien qu'on ne portera pas ça. Alors, le masque, c'est important de le porter, de ne pas le manipuler, donc il faut qu'il soit confortable. Alors, 2 épaisseurs de coton tissé serré, genre, si vous voulez une image, un drap. Un instant, je vais avertir mon conjoint qui vient d'arriver, qui est un peu bruyant. Alors voilà, le télétravail en famille.
Donc, deux épaisseurs de coton tissé épais, du tissu de drap, ça pourrait être une bonne idée. Il y a des gens qui recommandent de mettre entre les deux épaisseurs un filtre. Certains ont utilisé un filtre à café. Moi, j'ai vu des commentaires à l'effet que ça pouvait être un peu irritant. Ça pourrait être aussi un mouchoir. Donc, on fait un masque avec deux épaisseurs, puis on laisse une pochette pour mettre un mouchoir qu'on va jeter avant de laver le masque. Il y a des gens aussi qui ont aussi dit que le Swiffer pouvait être un filtre efficace. Mais vous comprendrez qu'à 35 degrés cet été, deux épaisseurs de coton puis une épaisseur de Swiffer, ça va être un petit peu difficile. Je pense que ma lecture de ça, c'est que deux épaisseurs de coton tissé serré, c'est probablement le meilleur tissu. Puis, il faut se rappeler, c'est surtout pour éviter de propager nos propres gouttelettes. Puis, ça n'empêche pas qu'il faut, dans la mesure du possible, garder nos distances là, entre les gens. Là. Il ne faut pas se dire, parce que j'ai un masque, je peux me coller sur les gens. Merci beaucoup à vous deux, c'est très, très bien détaillé. J'ai une question, c'est peut-être 3 questions, mais il y en a une peut-être qu'on avait parlé pour les vaccins. Je sais que on n'est pas trop comme avancé pour ça, mais c'était comme les greffés ne peuvent pas prendre des vaccins vivants, est-ce possible qu'on découvre un vaccin adapté pour la population générale, mais pas pour les greffés immunosupprimés? Si on découvre un vaccin vivant, ça ne pourra pas être pour les patients greffés. Mais ce que je pense, puis ce que j'entends sur les vaccins, puis je vois en ligne un de mes patients greffés qui est un spécialiste de la vaccination, pourrait peut-être commenter, mais je pense qu'il va y avoir plus qu'un vaccin qui va être découvert. Donc, on peut espérer que dans ces vaccins-là, il y a un vaccin qui soit adapté aux patients immunosupprimés. Parce qu'il n'y a pas que les greffés qui ne peuvent pas avoir des vaccins vivants. Merci. Et il y avait une autre question, c'était pourriez-vous faire un court survol sur les différences entre le tacrolimus, le mifortique et le prednisone? En fait, ces médicaments-là, c'est 3 médicaments anti-rejet qui sont utilisés. Ils sont dans différentes catégories de médicaments, puis on les combine pour augmenter l'efficacité de chacun des médicaments et minimiser les effets secondaires. Donc, la plupart des patients ont une combinaison d'anti-rejet. Il y a, à ma connaissance, très peu de patients, à moins d'avoir une greffe HLA identique, qui n'ont qu'un seul anti-rejet. Donc, les patients greffés ont ou auront 2 ou 3 anti-rejets qui jouent sur différentes cellules du système immunitaire. Le plus puissant comme anti-rejet, c'est le tacrolimus qui s'appelle Prograf ou Advagraf, puis qu'on combine avec 2 autres médicaments pour potentialiser les effets. Mais je pense que c'est difficile d'aller plus loin que ça dans une conférence comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Je sais qu'on a eu beaucoup de questions pour les gens qui sont greffés, qui sont à la maison et les enfants qui vont retourner. Je voudrais vous interrompre juste une minute parce que le patient de qui j'ai sollicité une réponse, parce qu'il est virologue et spécialiste en vaccins et aussi greffé, me dit que la plupart des vaccins en recherche actuellement ne sont pas des vaccins vivants. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Une bonne nouvelle, ce qui pourrait dire qu'on pourrait les utiliser pour les patients greffés. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est ça, je disais qu'on avait parlé comme beaucoup de travail et il y a beaucoup de gens qui s'informent, genre des enfants qui vont retourner à l'école et les conjoints qui vont être greffés, qui sont à la maison et les conjoints qui vont aller au travail. Alors, tous ces gens-là, désolée, j'ai échappé ma bouteille, tous ces gens-là qui vont devoir, qu'est-ce qu'ils vont faire quand... comme je moyen. peux répondre pour les enfants. Je pense qu'actuellement, la réponse est assez simple pour les greffés parce que l'école n'est pas obligatoire actuellement. Donc, il faut peser le risque-bénéfice d'envoyer vos enfants à l'école en tant que greffés. Si vous pensez que les bénéfices pour vos enfants sont plus grands que les risques parce que vos enfants ont des problèmes d'apprentissage, etc., puis qui ont vraiment besoin, bien, c'est un peu une décision personnelle. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos enfants à l'heure actuelle à l'école. Donc, ça peut régler le problème. C'est ça, encore une fois, pour le conjoint, comme je vous dis, le conjoint qui retournerait travailler dans une école d'une greffée, on n'a pas de ligne directrice. Je pense que c'est à voir au cas par cas, discuter avec l'employeur, les syndicats, mais on n'a pas de ligne directrice nationale. L'INSPQ, la CNSST n'a pas fait de ligne directrice, justement, l'INES non plus, pour le conjoint du patient immunosupprimé
et le retour au travail, là. Donc, on n'aura pas de réponse claire. Je pense que c'est essayer de voir avec l'employeur comment on peut accommoder, de garder les mesures de distance et puis l'hygiène, là. Donc, voilà. Isabelle, je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses. C'est un enjeu parce que pour certains patients, ce serait une bonne chose que le conjoint ne retourne pas ou la conjointe ne retourne pas travailler. Puis, il y a, de mon expérience, pas beaucoup de souplesse pour l'instant pour accommoder les exceptions. C'est peut-être que ça peut changer, peut-être qu'on peut faire changer certaines choses, peut-être que les patients peuvent faire changer les choses en faisant des pressions. Parce que nous, comme médecins, on peut défendre certains points, mais après ça, on n'a pas beaucoup de levier auprès de l'employeur du conjoint ou de la conjointe. Merci beaucoup à vous deux. J'ai une question pour une personne qui est hyper immunisée. Cela va faire 3 ans le 1er juin. Est-ce qu'elle est en attente? Est-ce qu'elle va espérer être considérée pour la greffe? En fait, j'ai répondu à cette question-là tout à l'heure, Mme Boisvert. OK, désolée. Les patients hyperimmunisés vont être Oui, considérés dans la reprise de greffe à cause de leur difficulté d'accès à la greffe. OK, merci beaucoup. Est-ce que les types d'antirejets pris par le patient peuvent faire qu'une personne est plus à risque de contacter le COVID-19? Et est-ce que chaque patient peut avoir cette information à sa clinique de greffe? En fait, ce qui est clair, c'est que c'est le plus gros facteur de risque, c'est d'avoir pris un médicament qui baisse les lymphocytes dans le sang périphérique. Donc, on n'a pas d'informations dans tout ce que j'ai lu jusqu'à hier soir là, sur est-ce que si vous prenez du Prograf ou de la Dagraf par rapport au CLCEP, par rapport à la prénisone, quel est votre risque? Ce qui est clair, c'est que si vous deviez être greffé et qu'on vous donnait de la thymoglobuline, qui est le médicament immunosuppresseur le plus puissant, ça augmente beaucoup vos risques. Alors, la décision qu'on a prise, c'est que pour les prochaines greffes qu'on va faire, on n'utilisera pas ce médicament-là. Par contre, si vous faites un rejet sévère et qu'on a besoin de vous donner de la thymoglobuline pour sauver votre rein du rejet, ça va augmenter votre risque de faire une maladie sévère. C'est le seul médicament pour lequel c'est clairement indiqué. Mais c'est sûr que si vous êtes greffé depuis, puis que vous avez une greffe d'un donneur HLA identique, puis que vous n'avez pas beaucoup d'anti-rejet, vous êtes probablement, comme pour toutes les autres infections, moins à risque que quelqu'un qui est greffé, qui a fait des rejets, puis à qui on garde des taux de médicaments plus hauts. Mais on n'est pas capable pour l'instant de donner, pour dire quelque chose, un score à chaque patient pour son risque en fonction de ce qu'il prend. Merci beaucoup. Alors, si on est greffé, est-ce qu'on peut avoir des traitements de physio ou de chiro? Encore là, il faut peser les bénéfices et les risques. C'est sûr que c'est des traitements où est-ce que la distance de 2 mètres ne peut pas être considérée. Je pense que la réponse doit être on voit des patients qui soient COVID ou non, de toute façon, les soignants doivent porter un masque de procédure et une visière. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est une décision qui doit être individuellement selon l'indication aux soignants et transplantation. Si c'est quelque chose qui n'est pas urgent, qui peut attendre, je pense qu'il faut probablement remettre ça peut-être plus tard. Mais si c'est vraiment, il y a une indication maintenant, bien, encore une fois, il faut peser les risques et bénéfices puis s'assurer qu'on a les mesures de protection qui sont bien mises en place. Merci beaucoup. Alors, il y a un patient qui est greffé et sa fille doit accoucher au début du mois de juillet et il se demandait s'il pourrait prendre son petit-fils sans risque. À l'heure actuelle, avec les mesures de distanciation, je pense qu'il ne pourra probablement pas, à moins que sa fille et la famille de sa fille habitent sous le même toit que lui. Sinon, je pense que malheureusement, on
recommande la distanciation physique et si sa fille et son petit-fils n'habitent pas dans la même maison que lui, on va devoir recommander de retarder, mais je comprends que c'est difficile et très douloureux. Merci beaucoup. Il y a une personne qui écrit qu'elle est en retrait préventif depuis le mois de mars dernier et en télétravail. Elle voudrait savoir si, avec l'aide de l'équipe médicale, elle pourrait solliciter de rester en télétravail après le déconfinement. Et aussi, cette personne a raté un rendez-vous semestriel du mois de mars. Il n'y a pas de labo depuis, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, moi, actuellement, je conseillerais à cette personne de contacter son équipe médicale. Il est, comme on a mentionné, pour les patients greffés, immunosupprimés, on a des avis justement comme quoi il faut favoriser le télétravail, puis qu'on pourrait justement faire perdurer cette condition-là. Donc, je conseille à cette personne de justement contacter son équipe de transplantation. Puis, deuxièmement, encore une fois, je recommande à tous les patients de faire leur suivi de labo et leur suivi médicaux, que ce soit en personne si c'est indiqué ou sinon par téléconsultation, parce que c'est important. Puis les labos, c'est souvent la seule façon qu'on a de savoir la santé de votre greffon. Hein? C'est votre créatinine qui nous permet de voir si tout va bien, de suivre justement votre degré d'immunosuppression et tout. Donc, si la personne a sauté ces labos du mois de mars, encore une fois, je lui conseille de contacter son équipe de transplantation pour voir où c'est mieux qu'elle aille faire ses labos et de reprendre un rendez-vous, que ce soit téléphonique, via des plateformes comme Zoom ou React avec son équipe. Et pour Merci revenir beaucoup. sur ce que Marie-Chantal a dit, et puis pour répondre à une patiente dont je viens de voir une des questions, en fait, les recommandations de l'INSPQ et de l'INES ont changé à 3 reprises dans les dernières semaines. Et sur les recommandations de la fin avril, l'INSPQ et l'INES faisaient une différence entre les greffés rénaux de moins d'1 an et les greffés rénaux de plus qu'1 an. Comme la littérature montre que la majorité des cas qui sont répertoriés de greffés qui ont fait des COVID graves, ce n'est pas dans la première année, mais c'est après la première année, à distance de la greffe. On a fait des pressions et l'INSPQ et l'INES ont changé leurs recommandations. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus pour demander de rester en télétravail parce que pour une raison un peu obscure, on ne savait pas d'où ça venait, mais il faisait une différence entre les greffés d'organes solides autres que les reins. Puis pour les patients greffés rénaux, ils conféraient un risque accru durant la première année, mais pas après la première année. Ça, c'est corrigé dans la version du 7 mai du document de l'INES et de l'INSPQ. Oui, tout à fait. Puis, juste votre centre de chez COCHUM, nous, on a déjà des lettres toutes faites, là, justement, pour les patients greffés, disant que si telle condition ne peut pas être respectée, si le travail est impossible, blablabla, il y a du retrait préventif. Donc, n'hésitez pas à contacter là, votre centre de transplantation là, pour justifier votre télétravail. Merci. Il y avait une question qui concernait s'il y avait du support psychologique pour les patients greffés. Encore une fois, je vous recommande de contacter votre équipe de transplantation. Elle pourra vous référer, que ce soit selon les ressources de l'équipe de transplantation, là, en support psychosocial, mais on peut vous référer à un psychologue, un travailleur social, voire même un psychiatre s'il y a besoin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. On reste là pour vous aider. Sinon, vous pouvez aussi, pour le support psychosocial, faire appel à des ressources externes, que ce soit votre CLSC, l'Ordre des psychologues, etc. Mais sinon, les équipes de transplantation, on reste là pour vous aider à passer au travers puis à vous orienter vers des ressources. Merci, Dr. Fortin. Est-ce qu'un greffé en portant un masque artisanal et en respectant toutes les mesures de distanciation préventive, est-ce que cette personne-là pourrait faire son épicerie ou sortir
par elle-même? Écoutez, je ne peux pas quantifier le risque. Je pense que effectivement, l'idéal, c'est de se faire livrer ou d'éviter, mais si on n'a pas le choix, puis si on prend toutes les mesures nécessaires, le lavage fréquent des mains, le masque, s'assurer qu'on reste à distance des gens, je pense que ça peut être raisonnable. Mais encore une fois, je ne peux pas quantifier le risque d'attraper la COVID lorsqu'on est greffé, qu'on porte un masque et qu'on va à l'épicerie. Mais comme je vous dis, l'idéal, c'est de faire livrer, mais si ce n'est pas possible, je pense de prendre toutes ces mesures-là, ça peut quand même être tout de même acceptable. Il faut quand même continuer à se nourrir. Là. Puis je pense que de maintenir une bonne alimentation, c'est aussi important. Là. Merci, Dr. Fortin. Je crois qu'on a beaucoup de questions. Je vais en poser une autre. Et de toute manière, parce que là, le temps avance, et il y aura sur le site de la Fondation, là, il y aura plusieurs liens qu'on pourra mettre et vous pourrez retourner voir aussi la présentation. Alors, une des questions qui est posée, c'est parmi les nombreuses conséquences potentielles d'une infection au coronavirus figure l'insuffisance rénale, comme on a vu, sévère, qui pourrait entraîner des traitements de dialyse. En raison d'une surdemande toujours possible pour les appareils en hémodialyse, quelle est la position des néphrologues à ce sujet? Isabelle, est-ce que tu Écoute, veux répondre ou je peux? Écoutez, je crois qu'effectivement, il y a un risque d'insuffisance rénale aiguë. Nous, on a été chanceux pour l'instant. Parmi les 4 patients greffés rénaux qu'on a eus, il n'y a pas eu d'aggravation, il n'y a pas eu de dysfonction du greffon. Ça pourrait arriver. Écoutez, il n'y a pas à l'heure actuelle, on n'a pas de protocole là, qui priorise les gens pour les machines de dialyse. Je pense que c'est je pense que c'est comme à chaque fois qu'on a un patient qui a besoin d'une dialyse aiguë, on va essayer dans la mesure du possible de traiter tous les patients possibles. Donc, je pense que ça va être à voir au cas par cas, puis à voir selon nos ressources, selon les centres. Mais je peux vous assurer qu'on va faire tout ce qu'on peut pour traiter le plus de gens possible, que ce soit des dialysés chroniques ou des patients greffés rénaux. Là. En fait, moi, je n'ai pas vu dans tout ce que j'ai lu en préparation de ça, puis pour répondre aux patients, là, que c'était un enjeu. Il y a eu beaucoup d'enjeux sur le nombre de respirateurs où on devait trier les patients pour les respirateurs, puis on n'a jamais entendu rien sur le fait qu'on devait ou pas trier des patients pour l'accès à la dialyse. Je ne pense pas que ça doit vous inquiéter. Non, effectivement. Alors, merci à nos 2 conférencières, Dr. Fortin et Dr. Roux. Je pense que c'était très intéressant. Je sais qu'il y a plein de questions qui restent comme en suspens, mais on va essayer de mettre plein de réponses sur notre site. Et vous pourrez aussi demander les questions à votre centre de transplantation. Alors, j'aimerais remercier la Société canadienne de néphrologie qui s'est associée à nous aujourd'hui pour cette initiative de communication de renseignements importants. La Société canadienne de néphrologie regroupe des médecins et des scientifiques spécialisés dans les soins aux personnes insuffisantes rénales et se consacre à des recherches portant sur les reins et les maladies rénales. La vision de la SCN est que toutes les personnes atteintes d'une maladie rénale ou à risque au Canada puissent recevoir des soins optimaux centrés sur les patients et obtenir les meilleurs pronostics possibles. Ils sont en train d'élaborer des documents guides sur et autour de la COVID-19 pour nous aider à continuer de fournir les meilleurs soins possibles en ces temps difficiles. Le Programme canadien de recherche sur le don et la transplantation est un réseau national de recherche ayant pour mission d'encourager le don d'organes et de tissus au Canada et d'améliorer le taux de survie et la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes qui ont reçu une transplantation. La Fondation canadienne du rein s'est engagée à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Nous donnons des guides et des brochures à toute personne qui reçoit un diagnostic de maladie rénale. Nos guides pour les patients fournissent des informations sur les options de traitement, sur la nutrition et sur le mode de vie. Ils sont spécifiquement conçus pour les personnes vivant avec une maladie rénale.
En dépit des ressources disponibles dans les hôpitaux et par l'entremise des équipes de soins en néphrologie, les patients peuvent être dépassés par les informations et trouver difficilement des réponses à leurs questions et aux problèmes auxquels ils sont parfois confrontés. Par le biais de nos directions régionales, nous offrons du soutien et des conseils sur l'accès à des services au sein du système de santé. Nous aidons des gens à avoir accès aux autres outils de soutien dans la collectivité et à acquérir des compétences en matière d'autonomie. Alors, j'aimerais vous remercier de votre participation et je laisse la parole à Chantal. Merci, Hélène. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir suivi notre webinaire La COVID-19 et les patients greffés, réponse à vos questions. À la fin du webinaire, une nouvelle page s'ouvrira sur votre ordinateur vous demandant de remplir un court sondage sur votre satisfaction. Vous recevrez également un courriel de suivi comprenant un lien vers ce même sondage si vous préférez y répondre plus tard. Nous apprécierons que vous remplissiez le sondage afin d'avoir vos commentaires. Vos rétroactions et commentaires sont importants pour nous d'aider à améliorer nos webinaires. Nous vous serions reconnaissants de prendre un court moment pour répondre au questionnaire. Vous recevrez également un courriel de suivi d'ici 24 à 48 heures avec un lien pour visualiser l'enregistrement de notre webinaire. Au nom de la Fondation canadienne du Rhin, de la Société canadienne de néphrologie, de nos intervenants et animatrices, merci d'avoir pris part à cette activité d'aujourd'hui. Faites attention à vous et bonne fin de journée.